La lumière tombait comme une poussière dorée sur le salon silencieux. Cet après-midi où Sabine Azéma, à 80 ans, accepta pour la première fois de laisser remonter certaines ombres. Elle avait toujours été une femme de couleur, de rire, de gestes larges, comme si son corps refusait le silence. Pourtant, ce jour-là, sa voix n'était qu'un souffle. On aurait dit que même le temps hésitait à se déplacer autour d'elle. Depuis des décennies, le public ne voyait d'elle que la fantaisie, l'énergie, la malice presque enfantine qui avait fait d'elle une figure singulière du cinéma français. Mais derrière cette lumière éclatante, il y avait des fissures, des noms, des visages que personne ne connaissait vraiment. Ceux qu'elle n'avait jamais réussi à effacer. Elle caressa lentement la couverture d'un vieux carnet posé devant elle, comme si la texture du papier pouvait l'aider à retrouver un fragment de vérité. Ses yeux, d'ordinaire si vifs, portaient ce jour-là la couleur des tempêtes passées. Alors elle murmura une phrase qui glaça la pièce entière, une phrase qu'elle n'avait jamais dite à haute voix. Je ne pardonnerai jamais à 5 personnes. 5, et leurs noms me poursuivent encore. Son regard resta suspendu dans le vide, comme si elle suivait une ligne invisible que seule elle pouvait voir. Peut-être un fil de mémoire? Peut-être une fracture? Personne ne s'attendait à ce que cette femme, symbole de liberté créative, puisse porter une telle sévérité dans le cœur. Mais elle hocha doucement la tête, comme pour confirmer ce que ces mots avaient à peine osé révéler. Et déjà, une question naissait, lente, inévitable. Qui étaient ces 5 visages qu'elle refusait d'oublier? Le passé de Sabine Azéma n'a jamais été un lieu bruyant. Il ressemblait davantage à une petite chambre aux rideaux tirés, où la lumière du matin peinait à entrer. Née en 1949 à Paris, dans une France encore tiraillée entre reconstruction et nostalgie, elle grandit dans un environnement où les mots restaient souvent coincés entre les murs. Son père, ingénieur, parlait peu. Sa mère, femme réservée, traversait les pièces comme une ombre douce, laissant derrière elle une odeur de café noir et de devoirs silencieux. Dans cette maison, on n'élevait pas la voix, on avalait les émotions. C'est peut-être là que tout a commencé. Dans cette retenue permanente, ce besoin d'inventer des couleurs pour ne pas se dissoudre dans le gris. Enfant, Sabine s'inventait des mondes. Elle leur donnait des voix, des formes, des gestes exagérés, comme pour combler les silences des adultes autour d'elle. Elle imitait les personnages qu'elle voyait à la télévision, dans les pièces de théâtre auxquelles sa mère l'emmenait, ou même ceux qu'elle croisait dans la rue. Déjà, quelque chose en elle refusait l'idée de devenir transparente. Mais derrière cette imagination débordante, il y avait aussi une fragilité, une blessure ouverte très tôt. Une scène précise lui revint souvent, comme un écho lointain. Un soir d'hiver, elle avait 8 ans. Elle avait présenté à ses parents une petite pièce qu'elle avait écrite et jouée seule, espérant un regard, un sourire, une approbation. Pourtant, lorsqu'elle leva les yeux, elle trouva seulement un murmure distrait, un « oui, c'est bien » lancé du bout des lèvres, sans chaleur. Ce soir-là, elle comprit que certaines attentes ne seraient jamais comblées. À partir de ce moment, Sabine apprit à construire ses propres refuges. Elle s'inscrivit à des ateliers, se perdit dans des textes, des rôles, des rêves. Elle découvrit que le théâtre, contrairement à la vie, lui renvoyait une attention immédiate, vibrante, presque brûlante. Elle s'y accrocha comme à une vérité. Mais derrière son élan, une ombre persistait, la peur d'être déçue, ou pire, oubliée. Une peur née dans l'enfance qui allait dicter beaucoup des choix qu'elle ferait plus tard. Et qui, sans qu'elle s'en rende compte, allait aussi tracer le chemin menant à ces fameux 5 noms. Les années 1970 ouvrirent pour Sabine Azéma une brèche inattendue, une sorte de passage entre la jeune femme timide qu'elle avait été et l'artiste flamboyante qu'elle allait devenir. À 20 ans, elle entra au Conservatoire de Paris, un lieu qui intimidait même les plus sûrs d'eux. Mais Sabine, elle, avançait avec la même hésitation que lorsqu'elle franchissait la porte de la maison de son enfance. Un mélange de crainte et de volonté farouche. Très vite, les professeurs remarquèrent chez elle une singularité difficile à définir. Ce n'était pas seulement sa voix, ni sa manière de bouger, ni même son intensité. C'était une fragilité maîtrisée, une façon d'exister sur scène qui donnait l'impression qu'elle se livrait tout en se cachant encore.
Ses premiers rôles lui apportèrent une forme de liberté. Elle découvrit que le public réagissait non pas à la perfection, mais au vrai. Et Sabine savait être vraie. Elle savait surtout inventer un vrai qui n'appartenait qu'à elle. Sur scène, les gestes qu'elle n'avait jamais osé faire dans sa vie quotidienne devenaient soudain naturels, presque nécessaires. Elle passait d'un personnage à l'autre avec une aisance étonnante, comme si chacun représentait une manière de survivre au silence de son passé. Le cinéma arriva plus tard, presque par hasard. Au début des années 1980, Alain Resnais la remarqua et lui offrit un rôle qui allait tout changer. Une femme fragile, un peu décalée, lumineuse dans sa maladresse. Une incarnation qui ressemblait à Sabine, mais en miroir déformé. Le film eut un retentissement inattendu. Le public s'attacha à elle immédiatement, comme à une étoile atypique, une présence qui rappelait quelque chose d'enfoui et pourtant familier. Elle devint, en quelques années, l'une des voix singulières du cinéma d'auteur français. Les tournages se succédèrent. Les festivals, les interviews, les salles combles, les projecteurs, qui autrefois l'auraient effrayée, devinrent son refuge. Il y avait quelque chose de paradoxal dans sa montée. Plus elle était visible, plus elle semblait accepter cette part d'elle-même qui avait longtemps eu peur de ne pas être regardée. Mais la lumière, comme toujours, a un prix. Sous les applaudissements et les sourires professionnels, elle sentait parfois une faille s'ouvrir. Une sensation étrange que tout cela était fragile, provisoire, suspendu au moindre faux pas. Elle avait beau être aimée, célébrée, invitée partout, une inquiétude rampante ne la quittait jamais complètement. Peut-être parce qu'elle savait que derrière les succès se cachent souvent les premières grandes trahisons. La première fissure arriva précisément à ce moment-là. Un partenaire de tournage, qu'elle admirait profondément, presque naïvement, profita de sa générosité pour se mettre en avant, la reléguant dans l'ombre lors d'une production majeure. Elle n'en parla jamais publiquement. Elle garda le choc pour elle, comme elle avait appris à le faire depuis l'enfance. Mais quelque chose, ce jour-là, se déchira légèrement. Elle continua de jouer, d'aimer, de créer, mais une question commença à bourdonner doucement dans son esprit. Jusqu'où peut-on donner avant de commencer à se perdre? Cette question deviendrait la porte d'entrée vers la série de ruptures qui allait de marquer la suite de sa vie et façonner les 5 noms qu'elle ne pardonnerait jamais. Les années qui suivirent furent à la fois dorées et dangereuses. Sabine était partout, sur les plateaux les plus prestigieux, dans les festivals, dans les journaux. Mais c'est souvent au sommet que l'air devient plus difficile à respirer. Et pour elle, la lumière commença peu à peu à révéler des ombres qu'elle n'avait pas encore apprises à nommer. La première véritable rupture fut brutale, inattendue, presque violente dans sa douceur apparente. Un scénario lui avait été promis, un rôle écrit sur mesure, une collaboration qui semblait évidente. Pendant des mois, elle s'y projeta, y mit son cœur, sa discipline, ses espoirs. Puis un matin, elle découvrit dans un article l'annonce officielle. Le rôle avait été attribué à une autre actrice, plus jeune, plus en vogue, présentée comme la nouvelle révélation. Aucun appel, aucun mot d'explication. Juste une décision prise loin d'elle, comme si elle n'avait jamais existé. Ce jour-là, quelque chose se brisa nettement. Pas seulement la confiance professionnelle, c'était quelque chose de plus intime. Un retour brutal à l'enfance, à ce sentiment d'être vu sans être regardé, entendu sans être écouté. Elle garda le silence, comme toujours, mais le choc s'inscrivit dans son corps, dans son regard. Une faille venait de s'ouvrir. Puis arriva la seconde blessure, plus subtile, plus douloureuse encore. Une personne qu'elle considérait comme un ami, quelqu'un qu'elle avait laissé entrer dans son cercle restreint, l'utilisa pour se hisser dans les sphères où elle-même avait mis des années à entrer. Flatterie, confidence, promesse, jusqu'à ce qu'elle constate presque par hasard que son nom avait été cité dans des conversations stratégiques comme une passerelle, un outil, un moyen, non une relation. Cela, elle ne l'oublierait jamais. À mesure que les coups s'accumulaient, Sabine apprit à se fermer, à filtrer, à protéger son cœur comme on protège un secret trop précieux. Mais cette protection avait un prix. Elle s'éloigna, lentement, de certains liens authentiques par crainte de les voir se fissurer. Les plateaux de tournage devinrent des terrains où chaque sourire pouvait être sincère ou calculé. Elle ne sut plus distinguer lesquels. Un soir, en quittant un plateau déserté,
Les projecteurs déjà éteints, elle comprit que le plus dangereux n'était pas la solitude, mais la méfiance qu'elle portait désormais en elle. C'est cette méfiance, ce poids qui allait l'accompagner pendant des années et ouvrir la voie aux 5 noms qui, un jour, seraient gravés dans son silence. 5 noms, 5 blessures, 5 chapitres d'une vie qu'elle aurait voulu oublier, mais qui revenaient toujours, comme un souffle froid sous une porte mal fermée. À 80 ans, alors que ses mains tremblaient légèrement sur la couverture de son carnet, Sabine accepta enfin de les nommer. Non pour les condamner, mais pour comprendre pourquoi ces visages continuaient de la hanter. Et chacun d'eux portait une histoire, une couleur, une cicatrice. Le premier nom vint presque sans hésiter. C'était celui d'un amour dont elle avait cru qu'il durerait toute une vie. Un homme rencontré au début de sa carrière, un acteur à la voix grave, au charme facile, qui l'avait prise par la main comme on guide une étoile encore fragile. Avec lui, elle avait ri, voyagé, découvert ce que signifiait partager un souffle avec quelqu'un. Mais cet amour avait un revers, discret d'abord, puis tranchant. Lorsqu'elle commença à prendre de l'ampleur sur les écrans, lui se mit à rétrécir. Pas professionnellement, humainement. Un soir, après une projection où elle fut ovationnée, il lui lança une phrase qu'elle n'oublierait jamais. « Tu t'aimes trop ». Une phrase qui la réduisit, qui la figea. Peu après, il la quitta, sans un mot de plus. Ce n'était pas la séparation qu'elle ne pardonnait pas, mais d'avoir été punie d'exister pleinement. Le deuxième nom arriva avec une surprise douloureuse. Celui d'une collègue avec qui elle avait partagé un tournage intense au milieu des années 1980. Elle riait entre 2 prises, se confiait comme 2 sœurs improvisées, ignorant que le destin n'offre pas toujours des amitiés sincères. Quelques mois plus tard, Sabine apprit que cette collègue avait réécrit l'histoire d'un projet qu'elle devait défendre ensemble, se présentant comme l'unique architecte de l'idée. Elle avait effacé Sabine d'un revers de plume. Et il n'y a rien de plus violent que d'être effacé par quelqu'un que l'on admire. Ce n'était pas la trahison publique qui blessait le plus, mais d'avoir été utilisé sous le masque de la tendresse. Le troisième nom fut plus lent à sortir, comme une douleur qui hésite à remonter. Il appartenait à un membre de sa propre famille, un frère avec qui elle avait partagé les couloirs silencieux de leur enfance. Pendant longtemps, elle avait pensé qu'ils se comprenaient, que leur solitude respective les rapprochait. Mais lorsque la célébrité entra dans la vie de Sabine, quelque chose se rompit en lui. Une jalousie muette, un ressentiment qui se traduisit par des distances inexpliquées, puis des mots blessants. Le plus douloureux fut ce fameux repas où il déclara devant d'autres « Tout ça n'est qu'un rôle. Elle ne sait pas aimer sans mentir un peu. » Ce soir-là, elle comprit que parfois, ceux qui partagent en notre sang savent toucher les plaies que personne d'autre ne devine. Elle ne l'a jamais vraiment pardonné. Le quatrième nom était celui d'une entité plutôt que d'une personne, le public, ou plutôt une partie de lui. Lorsque son image devint trop associée à un certain style, certains se retournèrent contre elle. Des critiques acerbes, des articles moqueurs, des commentaires qui réduisaient son travail à une excentricité commerciale. Sabine encaissa, comme toujours. Mais la violence la plus marquante fut un soir de première, où une rumeur lancée par un journaliste prétendait qu'elle était devenue trop fragile pour tourner. Ce mensonge, relayé partout, faillit briser une carrière entière. Elle ne pardonna jamais cette facilité avec laquelle une foule peut transformer quelqu'un en cible, puis en oubli. Cette blessure-là était publique, large, ouverte. Il ne restait qu'un nom, le cinquième. Le plus difficile, celui qu'elle avait gardé pour la fin, celui dont elle avait toujours détourné le regard. Ses doigts tremblaient alors qu'elle refermait légèrement le carnet. Elle laissa un silence s'installer, un silence qui semblait plus lourd que tous les autres. Puis elle inspira, profondément, comme si nommer cette dernière vérité demandait toute la force qu'il lui restait. Le cinquième nom, c'était elle. Elle ne se pardonnait pas sa naïveté, sa confiance offerte trop vite, ses silences avalés, ses peurs jamais avouées.
Elle ne se pardonnait pas d'avoir parfois confondu amour et admiration, promesse et illusion. Elle ne se pardonnait pas d'avoir laissé certaines douleurs s'installer si longtemps qu'elles étaient devenues des pièces entières de son identité. Mais surtout, elle ne se pardonnait pas d'avoir accepté trop souvent de disparaître pour que d'autres puissent exister. Elle ferma les yeux et murmura presque : « Je suis le cinquième nom, celui que j'essaie encore d'apprendre à comprendre. » Et dans ce souffle fragile résidait peut-être la seule vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter. La fin d'après-midi glissait doucement derrière les vitres, étirant sur le sol des reflets jaunes qui semblaient danser autour d'elle. Sabine demeurait immobile, les mains jointes, comme si raconter ces 5 noms avait laissé dans l'air une vibration qu'elle seule percevait encore. Le carnet reposait à côté d'elle, fermé, paisible, mais chargé du poids de toutes ces années où elle n'avait pas su mettre des mots sur ses propres cicatrices. Elle regarda autour d'elle. Un salon simple, un fauteuil qu'elle aimait depuis longtemps, quelques photos en noir et blanc où elle souriait à des visages qui n'existent plus qu'en souvenir. Tout paraissait soudain clair, presque doux. Comme si enfin, après des décennies, quelque chose venait de s'aligner en elle. Pas un pardon, elle n'était pas encore capable d'aller jusque-là, mais une reconnaissance, une acceptation du chemin parcouru, de ce qu'il avait brisé et de ce qu'il avait construit. Sa voix se fit plus lente encore lorsqu'elle murmura : « Peut-être qu'on ne guérit jamais vraiment, mais on apprend à marcher avec ce qui reste. » Elle esquissa un sourire mince, fragile, un sourire qui ressemblait plus à un soupir qu'à une joie. À cet instant, la pièce sembla se calmer, comme si les ombres elles-mêmes avaient compris qu'il ne servait plus à rien de lutter. Et une dernière pensée traversa son regard, presque imperceptible. Peut-on vraiment vivre sans pardonner ? Ou doit-on parfois garder la douleur pour se rappeler que l'on a aimé ? Des questions suspendues, sans réponse, laissant derrière elles une sensation de vide léger, un souffle qui clôt une vie, sans la refermer tout à fait.